Dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes fonctions des pouvoirs publics, en commençant par la fonction d'allocation des ressources, puis la fonction de répartition, et enfin la fonction de stabilisation. Dans un premier temps, nous allons voir d'ores et déjà pourquoi les pouvoirs publics décident-ils d'intervenir dans l'économie. Tout d'abord, leur intervention est nécessaire pour établir des règles, mettre en place des droits de propriété, par exemple des droits d'auteur, des brevets, mettre en place un code du commerce qui va faciliter les échanges entre les agents économiques. Les pouvoirs publics doivent également lutter contre les externalités négatives liées à la croissance, telles que les problèmes de pollution. À cet effet, ils vont mettre en place des normes, une taxation, etc. Les pouvoirs publics vont encourager les externalités positives par le biais d'incitation, de réglementation. Par exemple, ils vont inciter les entreprises à accroître leurs dépenses en recherche et développement afin de favoriser l'innovation. Ils vont produire des biens collectifs qui, nous le rappelons, sont des biens non rivaux et non excludables. En effet, ces biens collectifs ne sont pas rentables pour l'initiative privée compte tenu du comportement de free riders, de passagers clandestins des agences économiques. Donc, ce sont les pouvoirs publics qui devront en avoir la charge. Ils vont devoir lutter contre l'asymétrie d'information, qu'elle soit au niveau des comportements des individus, via l'aléa moral, que des objets, via la sélection adverse. Ils vont prévenir les effets des risques sociaux au niveau de la vieillesse, du chômage, de la maladie. Ils vont favoriser la cohésion sociale, l'intégration, stimuler l'activité économique, permettre l'égalité des chances, des droits et des situations entre les individus, lutter à la fois contre les inégalités économiques au niveau des salaires, des revenus, du patrimoine, les inégalités sociales au niveau du sexe, différentes discriminations au niveau scolaire. Plus globalement, ils vont lutter contre le chômage, la pauvreté, etc. Alors il existe différents niveaux d'intervention des pouvoirs publics dans l'économie. Si nous partons le plus proche donc du citoyen au plus éloigné, nous avons le niveau local, le niveau national, et ensuite, avec des institutions, des organisations internationales, le niveau supranational. Alors les pouvoirs publics peuvent intervenir au niveau local, par exemple, au niveau communal par le biais des mairies. Elles auront la charge des écoles préélémentaires et élémentaires, des bibliothèques. Elles auront également un rôle au niveau de l'action sociale. Les pouvoirs publics peuvent intervenir au niveau régional également, avec la gestion des lycées d'enseignement général, des transports régionaux de voyageurs. Il existe également d'autres niveaux d'intervention d'un point de vue local, que ce soit par le biais des syndicats de communes, des départements, des métropoles, etc. Au niveau national, les pouvoirs publics en fait interviendront par le biais des APUC, les administrations publiques centrales, autrement dit les ministères, les préfectures, etc. Ils mettront en place des politiques économiques, une réglementation qui s'appliquera sur l'intégralité du territoire. Les pouvoirs publics peuvent également intervenir par le biais des ASS, des administrations de sécurité sociale, que ce soit via la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale d'assurance famille, etc., etc. En fait, l'objectif ici est de lutter contre les risques sociaux, contre les inégalités. Et au niveau supranational, donc, il existe un certain nombre d'institutions, que ce soit au niveau européen ou au niveau international avec l'OMC et le FMI. Alors, si nous étudions successivement les différentes fonctions, donc, la première étant la fonction d'allocation de ressources. Elle repose tout d'abord sur la production de biens et services par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, donc, vont tout d'abord produire des biens non marchands. La production non marchande correspond en fait à la production de services qui sont fournis soit gratuitement, auquel cas ils sont financés par les impôts et les taxes, soit quasi gratuitement. Par quasi gratuitement, on entend qu'ils sont fournis à un prix inférieur à la moitié de leur coût de production. C'est par exemple le cas de l'école, des parcs publics, de la justice, etc. Alors les pouvoirs publics vont également fournir en fait un certain nombre de biens et de services
qui appartiennent à la sphère marchande, parce qu'en fait, ils sont propriétaires d'un certain nombre d'entreprises publiques. Par production marchande, on entend la production de biens ou de services dont le prix de vente couvre au moins la moitié des coûts de production. Les pouvoirs publics sont propriétaires d'une partie d'EDF, des Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Alors la fonction d'allocation des ressources, donc, inclut également un deuxième point, qui est l'orientation de la production des autres agents économiques par le biais d'incitations. Alors qu'est-ce qu'une incitation? Les incitations consistent en fait à modifier le comportement des agents économiques afin d'obtenir des conséquences, des externalités positives, ou éventuellement de limiter les comportements en fait qui ont bien évidemment des externalités négatives. Pour cela, les pouvoirs publics peuvent utiliser la réglementation, des baisses ciblées de prélèvements, des subventions. Par exemple, la mise en place du crédit impôt recherche a pour objectif d'inciter les entreprises à effectuer des dépenses de recherche et développement afin d'aboutir à des innovations. Le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, a vocation à inciter les ménages à entreprendre des travaux dans leur logement qui auront des conséquences positives d'un point de vue écologique. L'interdiction des carburants qui intégraient du plomb est un exemple, ici, de réglementation qui devait avoir des conséquences positives d'un point de vue environnemental. Donc il s'agissait ici d'inciter en fait les producteurs de carburant à trouver d'autres façons en fait de pouvoir produire et proposer du carburant, mais qui n'intégrait pas de plomb. Si l'on s'intéresse également à la décomposition du prix d'une cigarette, on voit qu'elle est à 82% composée en fait de taxes. Autrement dit, le prix élevé d'une cigarette a pour vocation d'inciter les ménages justement à avoir un comportement sanitairement positif. Autrement dit, éviter des dépenses qui ensuite pourraient s'avérer nuisibles pour leur santé. Deuxième fonction, la fonction de répartition, de redistribution. Dans le cas présent, en fait, il s'agit de l'ensemble des opérations qui visent à modifier la répartition primaire des revenus. En fait, ce mécanisme se décompose en deux temps. Tout d'abord, nous avons des prélèvements obligatoires qui sont effectués par les pouvoirs publics sur les individus, les entreprises. Et dans un deuxième temps, nous aurons des versements à d'autres ou aux mêmes individus de revenus de transfert afin de réduire les inégalités de revenus primaires et d'aider les individus en cas de réalisation d'un risque social. Alors, qu'entend-on par revenus de transfert? En fait, on a deux types de revenus de transfert. Nous avons les transferts sociaux en espèces. Autrement dit, ce sont des sommes d'argent qui vont être versées à des individus qui sont dans certaines situations. On pense aux pensions de retraite, aux allocations familiales, aux allocataires du RSA, etc. Mais il existe également les transferts sociaux en nature. Alors ils sont eux-mêmes en fait subdivisés en deux parties. Ils comprennent les prestations sociales en nature. En fait, ça correspond à des remboursements. Remboursement de médicaments, remboursement de soins médicaux, etc. Et ils comprennent ce que l'on appelle les transferts de biens et services individuels non marchands. Bon, en clair, c'est tout ce qui concerne l'éducation et la santé. Mais quand on dit la santé, ce n'est pas lié au remboursement. Qu'est-ce qu'un risque social? Alors en fait, un risque social, c'est tout simplement un événement, soit qui est inattendu, soit qui pouvait être anticipé, mais qui va générer en fait une modification du pouvoir d'achat, du niveau de vie des individus. Donc on pense par exemple à la vieillesse sur vie, autrement dit le fait d'arriver à l'âge de la retraite, ce qui va générer une baisse des revenus. À cet effet, il y a tout un système de pension de retraite, et dans certains cas également de minimum vieillesse, qui a vocation à aider les individus. Parmi les autres risques sociaux, nous avons le risque santé, qui inclura par exemple la maladie, les accidents du travail, etc. Le risque maternité-famille, qui inclut entre autres tout ce qui est relatif aux allocations familiales. Le risque perte d'emploi, donc, qui comprend essentiellement les indemnités de chômage. Le risque logement et le risque pauvreté. Alors la redistribution s'appuie en fait sur trois instruments. Tout d'abord la protection sociale. La protection sociale, c'est tout simplement l'ensemble des institutions et des mécanismes de solidarité qui permet aux individus de faire face aux conséquences financières
des risques sociaux. On arrive à la retraite, on a moins d'argent. On est au chômage, on a moins, voire pas d'argent. Un enfant va bientôt naître, cela va générer des dépenses. Dans tous les cas, les pouvoirs publics sont là pour aider les individus. On va distinguer deux types de redistribution. En fait, on a la redistribution horizontale, qui vise à couvrir les individus contre certains risques sociaux et à leur assurer un revenu de remplacement. Autrement dit, les actifs occupés vont cotiser pour les chômeurs, les actifs occupés en bonne santé vont cotiser pour ceux qui sont malades, etc. Et on a la redistribution verticale, qui va permettre de réduire les inégalités de revenus primaires. Dans le cas présent, c'est un peu la logique à la Robin des Bois, à savoir que l'on va en fait prélever aux ménages les plus aisés pour redistribuer aux plus modestes. Alors la protection sociale, en fait, s'appuie sur trois logiques. Une logique d'assurance. Alors dans le cas présent, en fait, il faut verser des cotisations pour pouvoir ensuite prétendre à recevoir des prestations. Une logique d'assistance. Alors dans ce cas, on n'a pas besoin de verser en fait de cotisations sociales, on peut directement prétendre à percevoir des prestations sociales si l'on répond à un certain nombre de critères, par exemple des conditions de ressources, exemple le RSA. Il y a également en fait une protection dite universelle qui touche tous les individus, peu importe qu'ils aient ou non préalablement cotisé et qui n'est pas en général conditionnée à des ressources. Alors la redistribution s'appuie également sur un deuxième instrument que sont les services publics. Ce sont des activités d'intérêt général qui sont jugées indispensables à la cohésion sociale et dont les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre. Par exemple, tout ce qui a trait à l'éducation, à la santé, au logement social, à la culture, etc., etc. En fait, dans le cas présent, il faut partir du principe que les individus qui ont peu de revenus auront en fait des difficultés à pouvoir, par exemple, mettre leurs enfants à l'école si cette dernière est payante. Ils auront des difficultés à se soigner si les soins sont également payants, etc., etc. Donc, dans un certain nombre de cas, les pouvoirs publics vont mettre en place des services jugés pour eux d'intérêt général qui auront comme conséquence, notamment, d'aider les individus qui sont dans des situations de fragilité, puisqu'ils pourront finalement bénéficier de ces services sans avoir à s'en acquitter, sans avoir à payer directement, puisque ce sera indirectement financé par les impôts et les taxes. En dernier lieu, la redistribution s'appuie sur la fiscalité. On rappelle que la fiscalité, c'est tout ce qui en fait regroupe les impôts et les taxes. On a différents types d'impôts. On a les impôts forfaitaires, un montant identique pour tout le monde paye 50 € par exemple. Un montant proportionnel, cette fois-ci c'est le taux d'imposition qui est identique pour tous. Exemple, on va prélever 20% sur tous les revenus, c'est un peu le principe de la TVA. Et en dernier lieu, l'impôt qui est le plus intéressant, puisque c'est celui en fait qui a le plus gros impact sur la redistribution, c'est l'impôt progressif. Autrement dit, le taux d'imposition va augmenter au fur et à mesure que les revenus, le patrimoine déclaré augmente. Dernière fonction, la fonction de stabilisation. Elle recouvre les mesures prises par les pouvoirs publics afin justement d'avoir un impact sur le niveau de l'activité. Le but, par exemple, ce sera de stimuler la demande globale quand on est en période de chômage. Inversement, un petit peu limiter sa progression quand on a des risques d'inflation. La fonction de stabilisation a donc pour objectif de corriger les déséquilibres et les dysfonctionnements de l'économie. On les intègre au sein de ce que Nicolas Kaldor appelle le carré magique. L'objectif étant d'avoir une croissance économique maximale, des prix stables, alors quand on dit des prix stables, c'est qu'en général ils augmentent d'environ 2%, le taux de chômage le plus faible possible, et la recherche de l'équilibre extérieur. Graphiquement, on obtient la figure suivante, qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à un carré magique. En fait, l'objectif de cette figure, qui est composée de 4 demi-axes, c'est simplement en fait d'avoir la figure géométrique la plus grande possible, la plus éloignée possible en fait du centre, avec des côtés qui seront tous égaux. Parce que dans le cas présent, on remarquera que si on prend le demi-axe donc supérieur, la croissance est la plus élevée possible. Le demi-axe inférieur, les prix augmentent peu. Le demi-axe de gauche, le taux de chômage est faible. Et le demi-axe de droite, on a un équilibre, voire même idéalement, bien évidemment, un excédent commercial. Alors pour cela, les pouvoirs publics peuvent prendre différentes mesures. Créer des postes de fonctionnaires, baisser les impôts tels que celui sur les sociétés, augmenter les minima sociaux, aider les entreprises à innover en leur versant des subventions, par exemple.